Bienvenue, chers élèves. Nous allons parler du football, qui est bien évidemment le sport le plus populaire au monde, pratiqué par environ 300 millions de personnes. Ce travail est présenté pour vous par le Comité provincial d'éducation physique et sportive. Ce travail s'inscrit pleinement dans la politique mise en place par le ministère afin de garantir la continuité pédagogique. Direction provinciale Ouessane. Alors, cette présentation sera divisée en deux parties. La première partie est une introduction et historique de l'activité. La deuxième partie, le règlement du jeu. Commençons par la première partie. Pour bien introduire, on doit se poser la question: qu'est-ce que le football? Le football est un sport opposant deux équipes de 11 joueurs, dont chacune s'efforce d'envoyer un ballon de forme sphérique, ça veut dire de forme ronde, à l'intérieur du but adverse en le frappant et le dirigeant principalement du pied, éventuellement de la tête ou du corps, mais sans aucune intervention des mains, que les gardiens de but seuls peuvent les utiliser. D'où vient le football? Quelles sont ses origines? En fait, le football est un sport collectif apparu au milieu du XIXe siècle, en Grande-Bretagne, et devenu au siècle suivant le sport le plus populaire au monde. Les premiers clubs apparaissent à la fin des années 1850, comme le fameux FC Sheffield, qui est le premier club dans l'histoire de football. Voilà une image illustrative de ce club, le FC Sheffield, le premier club créé dans l'histoire du football. Alors, le football tel que nous le connaissons aujourd'hui est un sport centenaire. Et personne ne conteste à l'Angleterre sa paternité. En 1864, l'histoire moderne de ce sport commence effectivement, car c'est à cette date qu'est créée la première structure spécifiquement dédiée au ballon rond. Il s'agit de la Football Association. The Football Association. Voilà le logo de cette structure, de cette association, qui a été créée fin 1863 et au début de 1864. Mais la pratique du foot remonte à des milliers d'années. On sait que le football pratiqué aujourd'hui est né en Angleterre. Voilà une photo prise à une équipe anglaise de football dans les années 60-70 au 19e siècle. Mais on sait aussi que les hommes tapent dans un ballon depuis des milliers d'années. Le football se pratiquait il y a 3000 ans. Donc, en Chine ancienne, cette forme de football désigne du nom Tsichu. Il s'agit de faire entrer une balle en cuir dans le filet, sans utiliser aussi les mains. Voilà une image illustrative qui montre des personnes chinoises en train de jouer avec un ballon rond en cuir. Voilà la forme de cette balle. Un autre jeu apparu pratiquement au même moment que le Tsuchu chinois, c'est le Tlachi mexicain. C'est une forme un peu identique au Tsuchu, mais qui a été pratiqué au Mexique. Il convient de rendre aux Anglais ce qui appartient aux Anglais. En effet, ce sont bien eux qui ont façonné et codifié le football contemporain. Même si, comme vu dans les lignes précédentes, l'histoire du foot remonte à des millénaires et que plusieurs civilisations ont apporté leur pierre à l'édifice. Pour mieux comprendre, voilà une ligne chronologique qui montre le développement du football.
1000 ans avant Jésus-Christ, l'apparition du Tzu chinois et le Tlachi mexicain. 2400 ans plus tard, c'est en 1409 que le mot football anglais est employé pour la première fois. Le 26 octobre 1863, la création de l'association de football, la première association de football, Football Association FA. 1857, la création du premier club au monde, le FC Sheffield. 1870 est institué le poste de gardien et ce poste est autorisé à attraper le ballon avec les mains. 1896, le football est inscrit dans les Jeux olympiques. Et finalement, en 1930, la première Coupe du Monde remportée par le pays organisateur, c'est l'Uruguay. Dans une deuxième partie, nous allons aborder le règlement de ce jeu. Pour mieux comprendre le football, on doit savoir quelques éléments et les règles principales de celui-ci. Commençons par le terrain, puis le ballon, passant par le nombre des joueurs et les équipements des joueurs, sans ignorer l'arbitre et les arbitres assistants, pour arriver finalement à la durée du match et quelques règles essentielles du jeu. Le terrain du football. Le terrain du football doit être fait d'un gazon naturel ou synthétique, en couleur verte, mais aussi un terrain de terre battue est accepté. Les dimensions du terrain. Pour les dimensions internationales, la longueur doit être de 100 mètres minimum, 110 mètres maximum. La largeur du terrain, appelée aussi la ligne de fond, celle-là, doit être d'un minimum de 64 mètres et d'un maximum de 75 mètres. L'épaisseur des lignes du terrain doivent être de 12 cm. Le terrain du football est composé d'un ensemble de surfaces des terrains, comme la surface de but, celle-là, ou bien de 5,5 mètres, la surface de réparation, ou bien de 16,5 mètres, et le point de pénalty, qui est loin de la ligne de fond de 11 mètres. Le ballon de football. Le ballon doit être sphérique et doit avoir une circonférence de 70 cm maximum et de 68 cm minimum, soit un diamètre de 22 cm. Doit être en cuir ou d'une matière différente. Le poids de la balle ne doit pas dépasser 450 grammes et minimum 400 grammes. Le nombre de joueurs en football. Généralement, dans tout match disputé dans le cadre des compétitions officielles de la FIFA, il y a 11 joueurs maximum, dont un gardien. Il est possible de recourir à 3 remplaçants au maximum. Un joueur remplacé ne peut plus reprendre part au jeu. À compter de juin 2018, est autorisé un 4e remplacement si une prolongation est disputée. Les équipements des joueurs. Pour jouer le football, un joueur doit disposer d'un maillot, un short, des chaussettes, un protège-tibia et des chaussures. Le protège-tibia, son rôle est comme l'indique son nom. C'est la protection du tibia. Voilà, c'est l'os du tibia.
Arbitre central et arbitre assistant. Un match se dispute sous le contrôle d'un arbitre disposant de toute l'autorité nécessaire pour veiller à l'application des lois du jeu. Les arbitres assistants aident également l'arbitre à contrôler le match en accord avec les lois du jeu. La durée du match. Un match de football dure 90 minutes. Se compose de deux parties, deux périodes de 45 minutes. La pause de la mi-temps ne doit pas excéder 15 minutes. Le temps perdu pendant le match à cause d'un arrêt anormal du jeu est récupéré à la fin de chaque période, comme l'indique la photo. En cas d'égalité dans un match nécessitant un vainqueur, le règlement peut prévoir de jouer une prolongation de deux périodes égale généralement 15 minutes. Ballon en jeu et hors-jeu. Dans ce cas, le ballon est en jeu. Pourquoi? Parce qu'il se trouve à l'intérieur des limites du terrain du jeu. Ce ballon est aussi en jeu parce que la surface du ballon ne dépasse pas entièrement les lignes du terrain. La photo illustre bien ce que je viens de dire. Ce ballon est hors jeu. Pourquoi? Parce que le ballon se trouve entièrement hors la surface du jeu, sur le sol ou même dans l'air. Au contraire du cas précédent. Lorsque l'arbitre siffle pour arrêter le jeu, le ballon n'est plus en jeu. But marqué. Si le ballon dépasse la ligne de but sans commettre une faute avant, le but est accordé. Dans ce cas, le but est marqué parce que le ballon dépasse la ligne de but entièrement. Au contraire, en ce cas, le ballon ne dépasse pas la ligne entièrement, donc c'est un but non marqué. Aussi dans ce cas, le but est non marqué. Pourquoi? Parce que le ballon ne dépasse pas la ligne de but. C'est le contraire de ce cas. La règle du hors-jeu. Une des lois les plus célèbres du football, la loi 11, également appelée règle du hors-jeu, a engendré d'innombrables commentaires tout au long de l'histoire de ce sport. Le hors-jeu, c'est pourtant simple. Tout joueur qui, au moment où son partenaire lui fait une passe, se retrouve derrière le dernier défenseur, sans compter le gardien, est considéré comme hors-jeu. Avec comme règle d'or, il faut toujours deux joueurs adverses, le dernier défenseur et le gardien, entre l'attaquant et le but. Mais il existe des exceptions. Un joueur, même largement devant l'avant-dernier défenseur au moment de la passe, ne peut être considéré hors-jeu s'il se trouve dans sa propre moitié de terrain. Même chose s'il se trouve à la réception d'une touche ou bien d'un 6 mètres. Enfin, il n'y a pas non plus de hors-jeu si le joueur se trouve derrière le ballon ou bien sur la même ligne au moment de la passe. Enfin, la position de hors-jeu n'est pas une infraction en soi. Un joueur a par exemple tout à fait le droit de se retrouver dans cette position s'il ne fait pas action de jeu. Il ne sera sanctionné que s'il gêne un adversaire, notamment le gardien, ou bien encore s'il touche le ballon. Certains attaquants se sont fait une spécialité d'exploiter cette règle en jouant toujours à la limite du hors-jeu. Le plus fameux, l'Italien Filippo Inzaghi qui, d'après le coach mythique Alex Ferguson, est, je cite, né hors-jeu. L'histoire de la Coupe du Monde est parsemée d'anecdotes de hors-jeu non signalés ou bien signalés à tort. En 2002, l'Italie s'est par exemple vu refuser 5 buts complètement valables avant son élimination en huitième de finale contre la Corée du Sud. La squadra Azzurra aurait même dû gagner en prolongation grâce à un but en or de Tomasi, mais il fut refusé pour un hors-jeu complètement inexistant. Une décision qui valut à Byron Moreno, l'arbitre, la haine de tout un pays.
Quelques mois plus tard, il se retrouvait suspendu par la fédération équatorienne pour avoir favorisé une équipe par rapport à une autre dans le championnat local, avant de finir en prison aux États-Unis pour trafic d'héroïne. En 2010, nouvelle polémique, mais pour un but validé cette fois-ci. On joue la 26e minute du 8e de finale entre l'Argentine et le Mexique. Messi pique un ballon pour la tête de Carlos Tevez, hors-jeu d'un bon mètre. L'arbitre valide à tort le but, 1-0 pour l'Argentine et la rencontre bascule. Pour la première fois dans l'histoire, le ralenti de l'action va être diffusé sur l'écran géant du stade. Colère de l'équipe mexicaine, l'arbitre réalise la portée de son erreur, mais impossible de revenir en arrière. L'utilisation de la vidéo pour arbitrer est strictement interdite. Résultat, l'Argentine marque encore 7 minutes plus tard et profite d'une équipe mexicaine complètement désorientée. Score final 3-1. Le Mexique a beau crier au scandale, le football est parfois cruel. Les fautes en football. Cette loi présente les fautes et les incorrections auxquelles l'arbitre doit sanctionner l'équipe qui a commis la faute par des sanctions techniques ou disciplinaires, ou bien les deux à la fois. Les types de fautes. Il existe en fait deux types de fautes. Le coup franc direct est accordé à l'équipe adverse des joueurs qui, avec imprudence ou excès d'engagement, obstaclent l'adversaire. Aussi, s'il touche délibérément le ballon de la main ou crache sur un adversaire. Si le ballon est tiré par un joueur et pénètre directement dans le but de l'équipe adverse, le but est accordé. Le coup franc indirect, ce coup franc est accordé à l'équipe adverse si, à l'intérieur de sa propre surface de réparation, un gardien de but garde le ballon en main pendant plus de 6 secondes avant de le relâcher. Touche une nouvelle fois le ballon des mains après l'avoir lâché sans qu'il ait été touché par un autre joueur. S'il touche le ballon des mains directement sur une rentrée de touche effectuée par un coéquipier, un coup franc indirect est également accordé à l'équipe. Joue d'une manière dangereuse ou bien si elle empêche le gardien de but de lâcher le ballon des mains. Au contraire du coup franc direct, le coup franc indirect, le but ne peut être marqué que si le ballon entre dans le but après avoir touché un joueur. Coup de pied de réparation. Un coup de pied de réparation est accordé contre l'équipe qui commet une faute dans sa propre surface de réparation, est alors que le ballon est en jeu. Le pénalty se joue sur un point loin de 11 mètres de la ligne de but et le coup de pied de réparation est une faute directe. La rentrée de touche. Lorsque le ballon franchit entièrement la ligne de touche, au sol ou en l'air. La rentrée de touche est une procédure de reprise du jeu. Elle est accordée à l'équipe adverse du joueur ayant touché le ballon en dernier et il n'est pas possible de marquer un but directement sur une rentrée de touche. Le coup de pied de but. Le coup de pied de but est une des procédures aussi de reprise du jeu. Elle est accordée lorsque le ballon touché en dernier par un joueur de l'équipe qui attaque franchit entièrement la ligne de but. Un but peut être marqué directement sur un coup de pied de but. Il n'y a pas de hors-jeu dans ce coup. Le coup de pied de coin, le corner, il est appelé aussi le corner. Le coup de pied de but est une des procédures de reprise du jeu. Elle est accordée lorsque le ballon, touché en dernier par un joueur de l'équipe qui défend, franchit entièrement la ligne de but, sans qu'il soit marqué bien sûr. Un but peut être marqué directement sur coup de pied de coin et il n'y a pas de hors-jeu dans le corner. À mentionner qu'il n'y a pas de hors-jeu aussi dans la rentrée de touche.
Merci, bon courage à tout le monde.